Bonjour Yanis. Bon, j'attends encore jusqu'à 32 et puis après, on pourra partir. Donc il y en a à peu près pour 30 minutes. Après, si vous avez des questions, peut-être potentiellement plus. Bon, mais il est 32. Je vais pouvoir, tac, repartager mon écran. Hop, donc bienvenue à tous pour cette conférence. Oups, je passe déjà à l'autre slide. Bienvenue à tous pour cette conférence Iteracode sur alors, comment gérer un projet WordPress à la route. Donc, un nom un petit peu étrange aux premiers abords, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, qui suis-je? Florent Brusion, donc je suis développeur chez Iteracode. Iteracode, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui existe depuis août 2015. Principalement, on fait du développement sur mesure sur Cake PHP, Symfony, React Native. Et on donne des formations aussi que vous pouvez aller consulter à academy.iteracode.fr, que ce soit sur Git, Talend, React et React Native. Voilà. Mais aussi, de temps en temps, il peut arriver qu'on fasse aussi du WordPress, parce que effectivement, WordPress, c'est une technologie qui est connue, qui est demandée par certains clients, qui correspond tout à fait à ce qu'ils ont besoin. Et donc, parfois, on peut être amené à développer des projets en WordPress. Sauf que, comme je l'ai cité, on a l'habitude de travailler sur des projets peut-être en Cake PHP et Symfony. Et donc, quand on compare ça un petit peu à WordPress, le milieu de développement n'est pas vraiment le même. Je vais un petit peu détailler ça après. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la suite Roots. Donc, en fait, qui est une suite d'outils qui va permettre vraiment d'améliorer votre développement sur WordPress et le rendre beaucoup moins pénible. Alors, je ne sais pas parmi vous, est-ce qu'il y en a déjà qui ont développé sur WordPress? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole ou peu importe, mais pour savoir un petit peu s'il y en a parmi vous qui ont déjà développé sur du WordPress. Yanis, ok, très bien. Ok, pour les autres, vous avez jamais fait de WordPress vraiment? Non. Non, ok, Non, pas du tout. très bien. Eh ben, c'est une bonne occasion de voir comment commencer du coup. Très bien. Alors du coup, question pour Yanis, est-ce que du coup tu as expérimenté, est-ce que tu as une douloureuse expérience d'un développement sur WordPress ou pas? Ou ça s'est plutôt bien passé? J'en ai seulement fait, j'ai vite fait les tutoriels Open Classroom, donc je pourrais pas. D'accord, ok, pas- ok, ok, ça marche. Donc, ok, très bien. Bon, au moins, tu as déjà touché un petit peu à WordPress, etc. Donc, ça va peut-être un peu plus te parler. Déjà, alors déjà, juste pour reprendre le sommaire, donc je vais d'abord vous parler de Bedrock, de Treillis, ensuite de Sage. En fait, c'est trois outils différents de la suite Roots qui permettent en fait d'améliorer vraiment le développement sur WordPress. Ils peuvent s'utiliser de manière un peu indépendante, notamment pour Bedrock et Sage. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après. Et Treillis, en fait, s'utilise globalement avec Bedrock. Mais on va déjà s'intéresser au premier qui est Bedrock. Alors pour cela déjà, il faut revenir un peu à un WordPress à la base, c'est quoi? À la place, un WordPress, si vous le démarrez à l'heure actuelle, c'est un zip que vous allez chercher sur le site de WordPress, que vous allez dézipper et vous allez vous retrouver avec une structure comme ça de fichiers, où en gros, vous avez absolument tout. Vous avez votre index qui est au même niveau que les fichiers de configuration. Donc là, par exemple, le wp-config, dans lequel vous allez avoir absolument toutes les variables de configuration pour votre environnement de dev en local, mais aussi pour votre environnement de production. Ce qui fait que quand on a l'habitude un petit peu de bosser avec des outils, notamment comme Git et Composer ou d'autres choses, qu'on a l'habitude de versionner les projets, peut-être de travailler à plusieurs dessus et peut-être d'automatiser du déploiement. Quand on a ce genre de configuration, c'est pas trop l'idéal. Parce que déjà, là, on met les variables directement dedans, ce qui n'est pas vraiment très bien, surtout que c'est situé au même niveau que l'index, donc l'endroit où vous allez faire pointer votre site. Et en plus, si jamais vous devez déployer de base le WordPress, vous déployez au clicodrome, quoi. Vous prenez votre FTP
Et ensuite, vous déployez votre WordPress sur votre serveur et puis basta. Ce qui fait que si vous développez déjà en local, ici, vous devez renseigner un petit peu votre mot de passe de BDD en local, si vous avez un MAMP ou je ne sais pas trop sur quoi vous développez, si peut-être vous avez une machine virtuelle, il faut venir tout renseigner cela ici et ne pas oublier quand vous allez déployer en FTP de remplacer ça par vos variables de mise en production, donc la base de données de votre serveur, etc. Donc plein de choses qui deviennent vite pénibles, déjà même dans la configuration. Et en plus, si vous jamais vous mettez un guide sur ce projet, vous allez versionner absolument tout. C'est-à-dire les plugins que vous allez rajouter, les fichiers que vous allez uploader, les thèmes, etc. Ce qui n'est pas forcément souhaitable. Et ce qui, encore une fois, va vraiment handicaper si jamais vous travaillez à plusieurs sur le projet. Donc, comment ça se passe sur Bedrock? Déjà, si on compare un peu la structure de fichiers de Bedrock, on voit déjà que c'est un peu plus sympathique. C'est beaucoup mieux organisé. Ce qu'on peut remarquer déjà là, c'est que on a nos fichiers de configuration qui sont gérés maintenant en variable d'environnement et qui sont isolés du dossier web sur lequel on va venir pointer. Déjà, d'un point de vue sécurité, etc., c'est quand même beaucoup mieux. Et on s'y retrouve vraiment beaucoup mieux aussi. Déjà ça. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu dans le détail après. On a ensuite, comme vous pouvez le voir, l'apparition d'un composer. Donc je ne sais pas si vous êtes très familier avec Composer, donc c'est un gestionnaire de dépendance. Et déjà, avoir ça, ça va nous simplifier la vie sur beaucoup de domaines aussi. Et ensuite, dans le dossier web, on a tout ce qui concerne un peu notre WordPress, les must-use plugins, donc les plugins qu'il est obligatoire d'utiliser. Ensuite, les plugins que vous utilisez sur votre WordPress, le thème, le upload qui concerne tous les fichiers que vous allez upload, les médias, les photos, les vidéos. Pardon. Et ensuite, le corps de WordPress qui est dans WP, qui est en never edit, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais besoin de toucher au corps. Vraiment, vous n'avez pas du tout à y toucher. Et pareil, le config.php, vous n'avez jamais à y toucher. Parce que tout a été simplifié pour gérer tout de manière plus simple et avec des variables d'environnement. Je vais un petit peu détailler cela. Alors déjà, sur le composer. Déjà, sur Bedrock, dans votre composer, vous avez votre WordPress et sa version qui est mise directement à l'intérieur. Ce qui est plutôt très pratique parce que vous pouvez mettre la version de WordPress que vous voulez sur votre site, pour votre site. Ce qui fait que si par exemple il y a une version plus élevée de WordPress qui peut-être n'est pas encore très bonne ou qui inclut peut-être des défauts ou des bugs, vous pouvez attendre un peu avant de mettre à jour. Et pareil, si jamais vous avez développé un thème ou des plugins particuliers qui ne sont pas compatibles avec une nouvelle version majeure de WordPress, vous pouvez un petit peu temporiser ici et rester à une certaine version avant de passer à l'autre. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de contrôle. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des paquets autres qui peuvent faciliter le développement sur WordPress. Voilà, il y a quantité d'autres développeurs qui font du WordPress aussi et qui ont développé des paquets composeurs qui peuvent simplifier certaines tâches. Notamment si vous utilisez WordPress, il y a ACF Builder qui vous permet, qui est un plugin en fait ACF, qui vous permet de simplifier beaucoup de choses avec ACF. Mais par exemple, moi, pour un projet, j'avais besoin juste d'un message flash qui s'affiche sur une des pages. Voilà, j'ai require un paquet PHP qui permettait de faire ça. Et voilà, donc je peux l'utiliser directement, ce qui est plutôt bien. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a la présence de plugins. Et c'est ça dont je voudrais parler, c'est qu'avec ce fichier composer-là sur Bedrock, vous pouvez mentionner les plugins que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'un WooCommerce, là ici, il y a un Safe Redirect Manager, eh bien, vous faites Composer Required WP Packages-plugin. Donc, si vous voulez en fait obtenir le nom exact à mettre dans le Composer Required, vous allez sur WP Packagist et vous pouvez taper le nom de votre plugin et vous allez le récupérer comme ça. Et donc, vous pouvez le require et automatiquement, il va s'ajouter à votre fichier Composer et installer le plugin en question. Ce qui fait que
en fait, vous n'êtes plus dans le cas de la problématique d'avant où dans un WordPress de base, vous avez vos plugins qui sont mis directement dedans, que si vous utilisez le guide, vous allez les versionner, etc. Là, du fait qu'ils sont dans le Composer, ben, ils ne sont pas du tout versionnés par Git. Et en plus, si un collègue récupère votre projet WordPress, mais il a juste à faire un Composer install et automatiquement, ça va venir installer WordPress et les plugins dont il a besoin pour que le projet fonctionne. Donc pareil, c'est quand même 100 fois plus agréable que d'avoir tout récupéré comme ça et vous potentiellement créer des conflits avec votre collègue pour des choses qui sont simplement dues peut-être à des versions de plugins, etc. Pareil, dans le fichier Composer, je parlais des must-use plugins. Pareil, en fait, il permet de dire tel plugin, j'en ai absolument besoin. Donc, il faudra qu'il soit activé dès qu'il y a mon WordPress qui est installé. Et ce qui fait que vous n'avez pas, notamment, je pense à certains plugins comme ACF, vous en avez besoin directement souvent. Là, ça permet de les activer automatiquement. Donc, ça permet aussi de gérer ça. Ensuite, surtout si vous avez peut-être des questions entre deux, n'hésitez pas, hein, si vous pensez être un peu perdu, vous voulez que je revienne sur une petite notion, n'hésitez pas, soit à lever la main ou quoi que ce soit, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, les variables d'environnement. Contrairement du coup à un WordPress classique, maintenant on gère les différentes variables de configuration via des variables d'environnement. Donc ça, c'est un fichier de .env.example. C'est surtout utilisé pour votre développement en local. Et c'est ici où vous allez renseigner de quoi faire fonctionner votre WordPress. Donc le nom de la base de données, utilisateur, password, etc., etc. Et ce genre de variables, vous allez devoir, sur votre serveur en production, les renseigner pour que quand Bedrock viendra s'installer, il puisse les prendre en référence et du coup fonctionner sur votre serveur. Mais du coup, là où on avait une notion de quand vous êtes en local, vous devez penser à changer avant de larguer en FTP WordPress pour éviter que ça plante en prod. Ben là, vous n'avez plus du tout à penser à ça. Vous avez vos variables en local pour que ça fonctionne sur votre poste. Et ensuite, il va prendre en référence, lui, sur votre serveur, les variables qui sont mises en variables d'environnement. Donc déjà, on a ces notions-là qui sont détachées. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le fichier config, il y a une notion d'environnement. Et on peut mettre des petites spécificités selon les environnements. Par exemple, on peut voir que dans le fichier développement.php, on peut renseigner des variables d'environnement en particulier. Alors, le but, ce n'est pas de lister absolument tout. Le but, ce n'est pas de lister absolument tout comme ce qu'on a vu dans le fichier d'exemple d'avant, mais c'est vraiment de définir les choses dont vous avez besoin selon un environnement spécifique. Là, on est dans l'environnement de développement, donc souvent votre environnement en local. Du coup, ce qu'on veut principalement, c'est de pouvoir voir les erreurs et de pouvoir débugger. Donc, c'est ici qu'on va venir stipuler un peu les variables particulières qu'on veut pour ce type d'environnement. De même pour l'environnement de staging. Donc, l'environnement de staging, c'est pas l'environnement de production, c'est un peu votre environnement de test. C'est un peu de la pré-prod, on va dire. Pareil, si vous avez des choses en particulier pour ce type d'environnement que vous voulez définir, ben voilà, vous pouvez le renseigner ici. Donc, pareil, c'est plutôt sympathique. Tac, il faut que je revienne là-dessus. Donc, en conclusion, Bedrock, ça vous permet vraiment de mieux gérer votre projet WordPress de base. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait de WordPress, du coup, je vous conseille de commencer peut-être directement avec un Bedrock. Voilà, allez explorer la documentation. Là, je parle assez brièvement de cela. Et voilà, allez explorer la documentation, commencer un projet là-dessus. Et vraiment, vous allez voir que vous allez prendre déjà des bonnes pratiques en termes de développement. Et ça va être quand même beaucoup plus agréable que de travailler avec un WordPress classique. Donc maintenant qu'on a notre WordPress qui est plutôt bien, maintenant comment on le déploie? Et bien pour ça, on va utiliser l'autre outil de la suite Roots qui est Treillis. Alors Treillis, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est composer
essentiellement de script Ansible. Enfin, c'est composé globalement avec du Ansible. Alors, Ansible, je ne vais pas m'attarder trop sur ce que c'est. On pourrait faire une conf entière sur Ansible. Mais en gros, ça vous fournit de quoi déployer en local sur votre machine un serveur qui sera entièrement configuré et au plus proche de la production. Donc, ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'utiliser un MAMP ou n'importe quelle autre machine virtuelle que vous utilisez. Là, Trady va se charger de vous démarrer une machine virtuelle sur votre poste qui sera au plus proche de votre serveur de production. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, c'est aussi des scripts qui vont permettre d'automatiquement déployer, enfin provisionner et déployer votre serveur. Provisionner dans le sens où Trady va se charger d'installer tout ce dont vous avez besoin sur votre serveur pour faire fonctionner un WordPress. Donc, par exemple, votre base de données, etc., etc. Et tout ça en accord avec les bonnes pratiques, notamment lors de la mise en production d'un WordPress. Donc, pareil, tout cet aspect déploiement, du coup, vous le retirez un peu de votre tête et voilà, vous n'avez plus ça à gérer. Lui, il gère automatiquement le fait de le faire pour vous. Et ensuite, il va se charger de déployer votre site, qui en l'occurrence est un site sous Bedrock, hein, comme on a vu précédemment. Lui, il va se charger après de le déployer sur votre serveur, de faire le composer install et de faire en sorte qu'il fonctionne. Pour ça, ça demande un petit peu de configuration. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble Trady. Globalement, c'est des fichiers YAML. C'est de la configuration. Alors, on ne va pas s'attarder sur tous les fichiers. Surtout que, en fait, même pour une configuration de base, si vous avez l'occasion d'aller dans la documentation et peut-être d'essayer de votre côté, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de tout toucher pour déjà lancer un projet, hein. On va s'arrêter que sur quelques fichiers. Alors, ce qu'on examine déjà dans les fichiers, c'est qu'on a un dossier par environnement. On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur Bedrock, donc développement, production et staging, donc test. Un dossier qui concerne tous les environnements et un autre dossier qu'on verra tout à l'heure, hosts. Alors, principalement, le gros de la configuration sur chaque environnement se fait dans le fichier WordPress sites. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez le fichier du côté développement et le fichier du côté production. En fait, ici, vous allez renseigner plusieurs choses. Déjà, vous allez donner un nom à votre projet. Donc là, il conseille de nommer notre projet, le nom de notre projet .com, .fr. Ça fait partie un peu des bonnes pratiques. Vous pouvez renseigner plusieurs projets, parce que là, c'est bien WordPress Sites. Donc, vous pouvez en mettre un, mais aussi un deuxième, un troisième. Et lui, automatiquement, va faire en sorte que sur votre serveur, vous ayez plusieurs WordPress qui tournent. Donc ça, pareil, c'est plutôt appréciable. Comme ça, vous avez un seul serveur avec potentiellement plusieurs projets dessus. Donc là, vous configurez des choses de base, hein. Là, c'est l'URL que vous avez accès en local. Ici, sur la production, c'est l'URL sur lequel vous allez accéder accéder à votre site. Pareil, si vous voulez un peu un ensemble des détails de tout ce que vous pouvez configurer, je vous encourage à aller voir la doc parce que là, on pourra pas tout détailler. Ici, Local Path, c'est là où on retrouve notre Bedrock. En fait, c'est ici qu'on va dire à Trady, voilà, mon WordPress, mon Bedrock que j'ai créé, il se trouve dans tel dossier. Comme ça, lui, il sait où aller le trouver pour pouvoir faire un composer install par la suite. Donc ensuite, on peut configurer plusieurs choses, SSL, si c'est du Let's Encrypt pour notamment du HTTPS, etc. La différence qu'on constate avec l'environnement de développement en local et en production, c'est que ici, vous devez stipuler notamment le repo Git où se trouve votre projet, votre WordPress, votre Bedrock en l'occurrence. Parce que cette commande-là, en fait, l'installation, elle va se lancer sur votre serveur. Donc forcément, il n'aura pas accès à votre site. Donc lui, automatiquement, si vous lui donnez le nom du repo, là où il doit aller trouver le site et sur quelle branche, automatiquement, il va aller faire appel à votre projet sur votre Git, aller rechercher le projet et l'installer automatiquement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est
C'est assez simple de le configurer. C'est plutôt clair. Désolé si je ne suis pas clair dans tous les cas. Mais si jamais vous relisez la doc à tête reposée, vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on a ce fichier-là que vous retrouvez ici, donc volt.yaml. Là, c'est un peu tout ce qui est données sensibles, donc que ce soit identifiant de la base de données, etc. Parce que vu que c'est Treillis qui va mettre en place cela, c'est à vous de le définir ici. Donc, il y a quelques différences entre la production. Moi, j'ai mis production 2 fois. Ici, c'est développement. C'est une erreur de ma part. Où là, vous rajoutez notamment des variables, notamment des salt. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais c'est quelque chose d'important à mettre sur votre site. Et ce fichier-là, grâce à Ansible, il est encrypté en fait, ce qui fait que ces variables-là ne sont pas accessibles par n'importe qui. Il faudra un mot de passe pour y accéder, etc. Donc pareil, quelque chose de plutôt bien. Et dernier fichier que vous pouvez retrouver dans All et Users, parce que ça concerne tous les environnements, c'est ici que vous allez renseigner les clés SSH, notamment votre clé SSH, mais aussi celle de vos collègues pour qu'ils puissent notamment déployer aussi votre WordPress, mais aussi se connecter au serveur, etc., etc. Donc voilà, le but c'est de pouvoir travailler en équipe. Donc c'est ici qu'on vient renseigner aussi les autres membres de l'équipe. Et le dernier fichier, c'est le fichier dont je parlais là, host, qui, pareil, a 3 fichiers développement, production et staging. C'est ici, en fait, tout simplement, où vous allez renseigner l'IP de votre serveur. Et c'est comme ça, en fait, que Treillis va pouvoir prendre cette IP, se connecter dessus et installer tout ce qui est nécessaire d'installer pour que votre projet fonctionne. Et comment ça se fait tout ça en 2 lignes de commande. Une fois que vous avez tout configuré, vous avez juste à faire, comme je vous ai dit, provisionner votre serveur. Donc, Ansible Playbook serveur-e environnement production. Et donc, lui, il va se charger automatiquement d'installer tout ce qu'il faut sur votre serveur. Et ensuite, vous pouvez déployer votre site, ce qui est une étape différente, avec bin-deploy.sh production. Et là, example.com, en fait, ça correspond au nom que vous avez renseigné ici. Voilà, comme ça, il sait quel site il doit déployer. Parce que voilà, on isole bien le fait de provisionner le serveur, donc voilà, toutes les ressources seront installées, et le fait de déployer un site. Parce que les sites, on a vu qu'on pouvait en mettre plusieurs, donc peut-être qu'on n'a pas envie de tout déployer sur notre serveur. Voilà. Après, l'avantage, c'est que Treillis, c'est plutôt cool. Ils ont créé une console, enfin une ligne de commande, Treillis-CLI, qui permet d'éviter à devoir taper des choses un peu verbeuses comme ça. Donc déjà, avec cette ligne de commande, vous pouvez créer automatiquement un projet Treillis. Et puis lui, il va poser quelques questions pour configurer votre projet. Il vous permet de faire ce qu'on fait avec la ligne de commande là. Tout simplement taper Treillis provision et sur quoi vous voulez déployer. Donc, par exemple, Treillis provision staging, Treillis provision production pour déployer votre serveur. Chose très très bien, il vous permet de faire du rollback. Alors, pourquoi on aurait besoin de faire du rollback? Imaginons que vous déployez une nouvelle mise à jour, vous avez fait des modifications sur votre site WordPress, sauf que ça fait tout péter. Vous ne savez pas pourquoi, mais en tout cas, actuellement, le site de votre client n'est pas disponible, ce qui est embêtant. L'avantage de rollback, c'est que ça vous permet de revenir à une version précédente, à la version précédente de votre site. Et ça se fait vraiment très rapidement. Pourquoi? Parce que Treillis stocke sur votre serveur les précédentes versions qui ont été déployées. Il conserve les 4 dernières versions qui ont été déployées. Ce qui fait que quand vous faites un rollback, lui dit « Ah d'accord, je dois revenir à la version précédente. Je redirige vers l'ancienne version et terminé. » Ce qui fait que votre client est rassuré, ça refonctionne bien. Vous pouvez vous corriger en local ce qui ne va pas et voir pour déployer une mise à jour qui, cette fois-ci, ne fera pas tout péter. Ensuite, Treillis init, ça permet en fait d'initialiser ce dont Treillis a besoin pour fonctionner. J'ai parlé d'Ansible. Treillis, en fait, a besoin d'Ansible pour fonctionner. Et donc, du coup, Treillis init permet
mais pour chaque projet, d'installer la version d'Ansible dont le projet a besoin pour fonctionner. Ce qui fait que peut-être si Treillis évolue au fur et à mesure des années, vous allez avoir un projet avec une version d'Ansible et un autre Treillis avec une version plus élevée peut-être. Et si vous avez installé ça en globalité sur votre poste, ça peut poser problème. Du coup, avec ça, vous n'avez pas de problème. Chaque fois, vous pourrez déployer chaque site que vous avez créé. Voilà. Donc, en conclusion sur Treillis, donc on a vu que ça facilite grandement déjà le développement en local. Ce que j'ai pas dit, c'est que pareil, Treillis englobe pas mal de petits outils sympathiques, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Mailog. En fait, ça permet d'avoir un SNTP de mail en local, ce qui fait que quand vous envoyez des mails WordPress ou si vous voulez tester le rendu de certains mails envoyés, ça l'envoie directement sur cette boîte mail en local que vous accédez via une adresse et vous pouvez voir le rendu de tous les mails. Ça évite de devoir connecter un XMTP et d'envoyer des mails sur des vraies boîtes mail, et ce qui peut être très embêtant et parfois envoyer des mails non voulus à des personnes, notamment à des clients, ça peut causer problème, quoi. Donc voilà, il y a plein d'outils sympathiques là-dessus. Pareil, quand vous déployez avec Treillis, c'est en zéro downtime. Donc, c'est-à-dire que ça va être transparent pour votre client lorsque vous allez mettre à jour. Il ne va pas avoir de déconnexion, il va pas du tout voir que vous avez mis à jour le site. Enfin, si, il va voir les nouvelles fonctionnalités, forcément, mais ça ne va pas lui causer de désagrément, ce qui est plutôt très, très agréable aussi. Et enfin, le dernier outil, Sage. Sage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plutôt orienté, si vous travaillez sur du WordPress, à tout ce qui est création de thèmes sous WordPress. Voilà, la création de thèmes aussi, ça peut être une tâche qui est un peu pénible. On le fait un petit peu forcément au bout d'un moment pour certains clients parce qu'ils veulent des styles bien particuliers, une charte graphique bien, bien particulière. Et donc, Sage, ça englobe plein de technos qui sont très utilisés dans beaucoup d'environnements de développement. Peut-être qu'il y a certaines technos qui vous parlent. Et vous fournit un environnement vraiment très confortable pour pouvoir créer votre thème, avoir la prévisualisation en direct des changements que vous faites dans vos CSS, dans votre JavaScript. Vraiment, ça vous donne un très bon environnement de travail pour cela. Pareil, si on s'arrête un petit peu rapidement la structure des fichiers. Après, je ne sais pas si vous avez développé du thème sous WordPress, mais voilà, là, la structure du thème est un peu refaite pour que ça soit pareil, encore une fois, plus pratique, un peu à la manière d'un Bedrock. Donc là, vous pouvez voir que dans Applications, il y a tout ce qui concerne les filters, les helpers, les setups. Ça ne vous parle peut-être pas si vous n'avez jamais fait de thème sous WordPress, mais c'est des choses que vous allez rapidement utiliser. Voilà, tout ça est centralisé ici. Il y a une petite notion de contrôleur qui peut-être vous dit quelque chose qu'on va voir juste après, qui est plutôt pratique. Et ensuite, un dossier où vous avez tous vos assets, donc que ce soit les scripts, le style, donc toute votre CSS. Si vous faites du SCSS, pareil, il est automatiquement géré, c'est-à-dire que si vous utilisez déjà du SCSS sur des projets, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Si vous faites du CSS pur, essayez de regarder SCSS, vous allez voir, c'est très très pratique pour certaines choses. Et donc, ça va automatiquement le compiler et le rendre en CSS pour que ça fonctionne, bien entendu, en local ou sur votre serveur. Et pareil, Webpack englobe beaucoup de choses qui va minifier votre CSS, optimiser vos scripts, etc. Donc pareil, ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça, je gère pour vous. Et ensuite, le dernier fichier, les views, où là, vous allez directement pouvoir bien définir les templates de votre thème WordPress. Parce que sous WordPress, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, voilà, vous devez prendre... il y a une liste de templates qui est donnée sur le site de WordPress. Et voilà, il y a un template pour les articles, il y a un template pour les pages, il y a un template pour la liste des articles, etc. etc. Et c'est ici que vous venez créer ces vues-là. Sauf qu'il y a une petite nuance,
c'est que ces vues utilisent ce qu'on appelle Laravel Blade, qui est en fait un moteur de template qui va vraiment vous simplifier la vie sur, pareil, la création de templates et de pages pour votre thème WordPress. Parce que ça fonctionne un petit peu comme Twig pour ceux qui ont fait du Symfony. Voilà, c'est un peu pareil. En fait, ça simplifie vraiment ce que vous allez écrire. Vous pouvez étendre de layout de base, ce qui fait que vous avez un code qui est relativement dry, ou dry don't repeat yourself, ce qui permet de bien s'y retrouver dans votre code et que ça ne soit pas le bazar partout. Et voilà, ça ici, typiquement, c'est une page qui affiche tous les posts. Et pour chaque post, on a un template particulier qui est contenu dans Partial Content Single. Et du coup, on va afficher ce template pour chacun des posts. Donc, c'est plutôt agréable aussi d'utiliser ça. Et donc, tout à l'heure, je parlais d'une notion de contrôleur. En fait, c'est très lié en fait, aux vues. En fait. Cette notion de contrôleur, ce n'est pas vraiment un vrai contrôleur, un peu comme le MVC qu'on entend, mais ça vous permet de simplifier le code dans vos templates. Si vous avez déjà fait du WordPress, vous avez déjà fait un thème, vous avez dans vos templates énormément de code PHP. Ça en déborde de partout, vous devez aller chercher, vous devez utiliser certaines fonctions de WordPress pour récupérer telle ou telle information. Du coup, vous avez du code PHP absolument partout entre vos deux balises HTML. C'est vraiment pas agréable. Et en fait, grâce à ces contrôleurs, vous pouvez créer des petites fonctions, comme par exemple site-name ou title. Typiquement, title, c'est quelque chose qu'on utilise sur les pages ou sur les posts. Et utiliser toutes les fonctions WordPress dont vous avez besoin et juste return le résultat que vous voulez. Ce qui fait qu'au lieu de mettre tout ce code-là directement dans votre template, vous le mettez ici. Et dans Laravel, dans les templates, dans Laravel Blade, vous avez juste à utiliser title. Et automatiquement, ça va appliquer ce code-là et ça va afficher votre titre. Pareil, en termes d'organisation, etc., c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt agréable. Bon, je peux passer à la conclusion. Donc, on a vu, j'ai fait un tour très rapide de tous ces outils. Je pense que j'ai dû louper quelque chose. C'est vraiment des outils qui sont très intéressants, que j'ai déjà utilisés sur beaucoup de projets. Et en plus, ben, je continue à découvrir des choses au fur et à mesure des projets. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir ces trois outils, une expérience plus agréable sur du WordPress qui de base est vraiment pénible. De retrouver des outils peut-être qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que développeur et pouvoir ben, se décharger quand même d'une sacrée charge, notamment dans ce qui est le stress de la mise en production, etc., parce que tout est géré pour nous. Donc, après, ces outils-là, ils ne sont pas parfaits, hein. Ils vont avoir peut-être leurs ennuis propres, mais il y a quand même une très grande communauté très active. Et donc, souvent, si vous rencontrez un problème, il est globalement vite résolu. Voilà, je pense que j'ai à peu près parlé de tout. N'hésitez pas à utiliser ces outils dans des projets que vous allez bientôt peut-être réaliser. Moi, je pense notamment à Bedrock. Si jamais vous devez faire du WordPress, essayez de le faire. Peut-être Bedrock et Treillis. Ça, vous voyez, hein. Vous voyez, peut-être vous n'avez pas l'utilité tout de suite, mais ça peut être très intéressant. Du coup, question finale. Du coup, qui est un de mes nombreux tics de langage. Vous avez dû le remarquer. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Au moment, il y avait pas mal de commandes qui étaient rentrées. Qui étaient rentrées. C'était par exemple pour celle de la mise en production et tout ça. Ouais. Euh, Alors, je sais plus où Ouais, c'est. Mais ouais, c'est ça. par exemple celle-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, elles sont exécutées où ces commandes? En fait, c'est toi qui vas Sont les. les exécuter dans le Ah, terminal à la base dans ton fichier Treillis, en fait. En fait, la structure d'un projet Bedrock Treillis, c'est que tu vas avoir un dossier pour ton projet, un dossier site dans lequel il y aura ton Bedrock, et un dossier Treillis où il y aura tous les fichiers de configuration dont j'ai parlé et tout ce qu'il faut pour déployer. Et c'est dans ce fichier-là, tu vas rentrer dans un terminal et tu vas taper ces commandes pour pouvoir déployer ton site ou d'accord.
ou le provisionner. Voilà. C'est clair? Sous un terminal Linux, du coup, s'il y a du SH et tout ça. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui. Ah oui, sur un terminal, oui, oui, bien sûr. Après, si vous êtes sous Windows, c'est vrai que parce que je suis sous Mac, donc j'ai pas j'ai pas ce souci-là. Si vous êtes sur Windows, dans la documentation, il y a un encart exprès pour ça, hein. Donc, ça va vous expliquer un peu comment vous pouvez faire de votre côté pour que ça fonctionne. Mais en plus, maintenant, sur Windows, on peut utiliser un terminal Linux, il me semble. Donc, ça Oui, il devrait y a pas. des VSL qui sont créés de souvenirs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais non, non, ils sont exécutables, il n'y a pas de souci. Et en fait, le plus simple reste d'installer la ligne de commande, ce que je disais, treillis-cli, qui permet en fait de faire ça en moins de temps, et enfin en étant un petit peu moins verbeux et de faire en étant sûr que ça marche, quoi, que ça fonctionne. Est-ce que vous Ok. avez... Merci, hein, pour ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, lever la main, des choses comme ça. Je vais arrêter le partage peut-être. Tac. Non, pas d'autres questions. Pour Yanis qui a pu expérimenter déjà WordPress, est-ce que, est-ce que tu t'es reconnu dans certains cas pénibles ou... ou quelque chose comme ça, où tu te dis que tu vas pouvoir l'appliquer sur certains projets? Bah, moi, comme vous l'avez vu seulement sur les tutos Open Classroom, donc c'était pas du tout ça, c'était seulement. Ah ouais, c'était vraiment FTP, prenez votre projet, larguez-le dessus, etc. etc. C'est ça? C'est plutôt ça, oui. Ouais, d'accord, ok. Bah, je te conseille, après, bon, essaye déjà peut-être comme ça de déployer. Si tu as l'occasion déjà d'aller regarder juste Bedrock. Après, il y a une alternative à Bedrock, il y a aussi WordPlate qui fonctionne un peu comme ça, hein, si vous voulez noter des références, etc. Mais essayez déjà d'utiliser ça. Je pense que tu regretteras pas et puis tu verras que c'est beaucoup plus agréable que de travailler avec un zip de WordPress directement et d'être confronté à certains bugs, à être stressé en mise en prod parce que ton envoi FTP s'est mal passé ou il y a tel fichier qui s'est écrasé qui n'aurait pas dû. Enfin, je trouve qu'on développe de manière beaucoup plus sereine, quoi. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Euh, Pas d'autres questions sur n'importe quoi, sur des questions sur Bedrock. Est-ce que déjà ça a été clair pour vous ou est-ce que je vous ai perdu à certains endroits ou vous voulez que je revienne à certains endroits? Il n'y a pas de problème. Oh, c'est assez clair. Ça va? Bon, ok. Bon, si Moi, j'ai c'était une question. Ouais. Ouais, vas-y. Bah, pour moi, par exemple, qui n'a jamais fait de WordPress, est-ce que vous conseillez d'utiliser Bedrock et Tree, par exemple, dont vous avez parlé dans notre premier projet, ou alors d'abord de se faire un peu la main Bah, normalement? je trouve que c'est un peu intéressant déjà de voir comment... Parce que dans tous les cas, il y a des fonctionnalités de WordPress que tu vas utiliser. Donc, j'hésite parce que moi, en fait, j'ai fait une fois un WordPress classique, mais très vite, je suis passé sur cette solution-là, quoi. Donc, D'accord. moi, je pense que c'est intéressant de regarder la documentation de WordPress de base parce que bon, ça permet de comprendre un peu comment WordPress fonctionne, etc. Notamment au niveau des templates, peut-être. Je ne sais pas si tu comptes faire des thèmes ou autre, enfin. Mais Ouais. vraiment, sans prendre forcément un treillis, déjà, je ne sais pas si en local, tu bosses sur une machine virtuelle ou un MAMP ou quelque chose comme ça, non? Sur un MAMP, ouais. Un MAMP. Voilà. Tu peux déjà prendre Bedrock, te faire la main dessus. En plus, c'est plutôt bien la doc est plutôt bien. Il y a pas mal de tutoriels qui sont disponibles aussi en ligne. D'essayer de le mettre sur ton MAMP, d'essayer de le faire fonctionner. Et puis par la suite, peut-être essayer de passer sur Treillis, de voir un petit peu, voir comment ça fonctionne, d'avoir du coup pu passer par MAMP, mais par Treillis pour gérer ta machine. Et fais ça par étapes. Mais je pense que tu peux te lancer sur un Bedrock, je pense. D'accord, ok. Merci. De rien. Euh, Bah pareil, hein. Est-ce que c'est bon pour vous ou pareil, si vous avez d'autres questions en particulier, je ferai une joie d'y répondre. Ça a l'air d'être bon, j'ai l'impression. Bon, pas très bien. Bon, bah en espérant que cette conférence vous serve. Je ne sais pas si normalement devrait y avoir le replay
par la suite. Je pense qu'il sera disponible, donc à surveiller. Et voilà, si jamais il y a des questions par la Le suite. replay serait disponible où du coup? On a une chaîne YouTube, Iteracode, donc il Ok. serait disponible dessus, à surveiller quand ça sera mis en ligne. À voir si la conférence, je pense pas qu'il y aura besoin de retravailler, mais enfin voilà, à Ok, surveiller bah merci sur beaucoup. sur le YouTube Iteracode. Très bien. Eh ben, bonne journée à tous, et puis bon courage dans ce que vous allez faire. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci. Si.